On a voté pour un gouvernement qui avait dit qu'il allait avoir un budget équilibré. On enregistre les pires déficits de l'histoire du Québec. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel on fait une sorte de pari un peu risqué, j'espère l'emporter, mais je fais le pari donc qu'il reste du monde pour jaser, qu'on soit à gauche, à droite, progressiste, conservateur, je veux mélanger les genres. Et on a évidemment, comme on commence ce projet-là, on a besoin de vous. Donc on a besoin que vous parliez du projet, je crois à l'ancienne façon de dire qu'on aime quelque chose, dérangez vos voisins, appelez-les, appelez vos amis, vos amoureux, dites-leur que ça existe. Sinon, ben, abonnez-vous. Ça se fait aussi. Ça fait son travail. Abonnez-vous, commentez, partagez. Aujourd'hui, on reçoit tout un invité. Quelqu'un qui, si mon souvenir est le bon, a toujours été dans ma vie parce que depuis que je suis tout jeune et que je m'intéresse à la politique, vous existez, Monsieur Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour. Bonjour. Mais ça fait juste 3 ans et quelques là, que je suis presque 4 ans que je suis chef. Oui, mais je veux dire, vous écriviez des livres. Oui. Je me rappelle, moi, dans les premières années que tout le monde en parle, il y avait eu un espèce de débat qu'on avait organisé avec Jean-François Lisée. Oui. Vous vous en rappelez? Lui, il avait écrit un livre sur comment mettre la droite KO, puis vous aviez... c'était un hasard, j'imagine. Il a écrit un livre qui allait un peu dans la même thématique. C'était l'État contre les jeunes. Ça, c'était en 2010, 2009, 2010, ouais. Fait que vous existez depuis longtemps, c'est ça l'affaire. Oui. Ben, j'ai existé beaucoup derrière les rideaux en politique, en fait, parce que j'ai pas commencé à être une personnalité connue du grand public. Ma carrière politique, je l'ai commencé dans les coulisses comme conseiller. Donc, oui, ça fait longtemps que je fais de la politique et que je gravite dans le milieu. Écoute, à 16 ans, j'étais président d'une association de comté. Là. Ça fait comme près de 40 ans déjà. Donc, ça fait longtemps que je fais de la politique, mais que je suis là, vraiment visible publiquement. Je dirais que ça fait une quinzaine d'années que là, j'ai vraiment pris beaucoup plus de place là, comme personnalité publique, soit dans les médias ou soit comme politicien. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, puis je ne dirais pas c'est qui parce que c'est pas important, mais la personne disait, moi, j'aime bien Éric Duhem, mais le truc, c'est qu'il change beaucoup d'opinion. Puis j'ai dit, je suis pas sûr que c'est vrai, moi. Je suis pas sûr qu'il change beaucoup d'opinions. Sur quoi j'ai changé? Ben là, c'est ça. Je lui ai demandé de s'expliquer, puis je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que vos priorités, c'est-à-dire vos sorties politiques, vos chevaux de bataille changent. Mais ça change parce que l'actualité change. Puis la réalité aussi change. Ben c'est ça. Mais j'ai toujours été obsédé par une seule et unique chose. En tout cas, c'est ça qui m'a drivé, là, politiquement parlant, ça a toujours été l'équité intergénérationnelle. C'est la flamme qui m'a animé, qui a fait que j'ai fait de la politique, qui a fait que je me suis investi comme aussi dans les médias, qui a fait que je suis revenu à la politique. C'était toujours la question d'équité entre les générations. Donc, je pense pas que j'ai beaucoup changé. J'ai été un des premiers à dénoncer au Québec le fait qu'on pelletait sur le dos de la prochaine génération des montagnes de dettes et qu'ultimement, il y a une génération qui allait vivre plus pauvre que celle de ses parents. Quand on disait ça il y a 30-40 ans, le monde riait de nous. Aujourd'hui, on est dedans. C'est une réalité. C'est même plus un fait. C'est même plus un débat. C'est même plus une projection. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup ça qui a été au cœur de mon engagement politique. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis c'est arrivé quand, ça, cette réalisation-là? Tu sais, des fois, on demande à quelqu'un comment tu es devenu souverainiste. Puis il dit, ben, j'étais dans un party de Saint-Jean avec ma vieille tante. Puis elle m'a dit, regarde, ça, c'est le Québec. Puis je suis devenu souverainiste. Mais vous, comment c'est arrivé? Ça? Jacques Parizeau, c'était dans un train. Il est embarqué fédéraliste, il est débarqué souverainiste. Moi, comment c'est arrivé? Je m'en souviens comme c'était hier. C'était dans un cours à l'université. On recevait un haut fonctionnaire qui était venu nous parler là, de la gestion de l'État et tout ça. Et à un moment donné, on voyait bien que démographiquement, ça ne fonctionnait pas, leur modèle. Puis j'y avais posé la question, comment vous avez fait, c'était un grand mandarin de l'État, puis comment vous avez fait pour calculer ça, puis comment vous prenez en considération qu'on va être moins nombreux à payer plus tard. Puis il m'avait dit, on n'a jamais calculé, c'est jamais été un facteur qu'on a pris en considération. Puis ça, pour moi, ça a été une bougie d'allumage en voulant dire, là, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, leur modèle ne tient pas la route. Pour moi, c'était la confirmation qu'il y avait une grosse défaillance dans le modèle là, d'intervention de l'État au Québec. C'est difficile de défendre ces positions-là parce que je lisais encore cette fin de semaine un livre écrit par Francis Denis. C'est un essai sur le rapport à la Révolution tranquille. Puis lui, sa thèse, c'est de dire
il n'y en a pas eu de révolution tranquille parce qu'on est passé d'un monde où on avait une adoration, un rapport religieux à l'Église, à un monde où le rapport des Canadiens français devenus des Québécois n'est plus, en matière de religion, à l'Église, mais à l'État. Oui. Donc, vous arrivez puis vous dites, c'est parce que quand on lit bien votre programme, vous ne parlez pas de mettre un terme à l'État, vous parlez de réformer l'État. Mais ça dérange au Québec. Là. Beaucoup. Puis le vrai problème qu'on a avec le discours là, de dire qu'il faut vivre selon nos moyens, il faut penser à l'avenir de la prochaine génération, il faut arrêter d'endetter. La dette, c'est de l'impôt reporté, ça va avoir un impact. On ne crée pas de richesse en dilapidant des fonds publics. On n'achète pas des élections en envoyant des chèques de 500$ au monde. C'est très rationnel. C'est très peu émotif. Hein? Puis souvent, très peu religieux aussi. Hein? Très peu religieux. Au Québec, on carbure beaucoup à l'émotion quand arrive le temps de voter. Hein? Il y a quelque chose, ça prend comme une fusion émotive. Puis le discours très rationnel, très cartésien, très économique, un peu aride, c'est beaucoup plus dur à vendre au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, là, c'est sûr que je vais rentrer dans les clichés, là, peut-être parce qu'on est latin, parce que historiquement, on n'a pas voté sur ces enjeux-là. Tu sais, ça fait des décennies au Québec que c'est un enjeu entre des oui et des non. Tu sais, on commence à peine à sortir de cette polarisation-là. Donc, je pense qu'il y a de ça beaucoup. Puis, je pense qu'il y a une question d'éducation économique aussi. Puis, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent notre retard, autant au niveau de l'éducation qu'au niveau économique tout court. Là. Les Québécois, on a souvent été à la remorque à cet égard-là. Et je pense qu'on l'est encore au niveau du discours politique. Mais c'est en train de changer. Tu sais, je le vois. Puis on le voit principalement au niveau générationnel. Tu sais, le Québec a longtemps été divisé. Quand on votait, c'était beaucoup les anglophones qui votaient différemment des francophones. Moi, j'ai la chance d'être dans un parti politique où c'est zéro un impact. Que tu sois anglophone ou francophone, la probabilité que tu sois conservateur, elle ne change pas. C'est pas du tout la langue qui polarise. Nous, c'est l'âge. Si tu as 65 ans et plus, que tu votes conservateur, je te connais, puis on a ta photo sur le mur, parce que t'es un des rares. Tandis que si tu as 25 ans, ben, tu es comme tout le monde. Il n'y a personne qui va se rappeler de toi parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, on est vraiment un parti de plus en plus générationnel. Et ça, c'est sûr que ça a rapport, je pense, avec le nouveau débat puis avec la réalité économique qu'on décrit qui résonne beaucoup plus chez cette génération-là. Mais la raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est que je pense pas qu'on peut aspirer, convaincre les Québécois de réformer de façon très importante l'État si on comprend pas pourquoi ils s'en remettent à l'État depuis les années 60 de cette façon-là. Puis c'est pas pour rien que je vous parle d'un rapport religieux. Puis je pense que vous l'avez compris, vous aussi, ce phénomène-là, puisque vous me dites que c'est un rapport émotif, oui. C'est pas un rapport rationnel. Non. Mais il faut comprendre ce phénomène-là. Il faut comprendre pourquoi c'est notre Église, l'État. Bien, il y a plusieurs raisons. Là. La première, c'est sûr que, tu sais, comme Québécois, comme francophones en Amérique du Nord, on a tous un devoir puis une volonté de survie. Et c'est sûr que ça, longtemps, ça a été l'Église catholique qui a été notre grand protecteur pour la survivance de la race, qui disait à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Ça passe un peu moyen, effectivement. Mais il y a une époque où on pouvait le dire. Aujourd'hui, ben, c'est l'État qui est là pour l'État québécois, évidemment, parce que c'est le plus important gouvernement qui est encore sous le contrôle de la majorité francophone. Donc, c'est lui qui est le protecteur de notre survie. Même on pourrait vous répondre que les Américains, les colons britanniques qui sont devenus des Américains, ils ont survécu, ils ont ambitionné, puis en développant un rapport aux libertés individuelles qui est différent, puis ils sont plus entrepreneurs, ils s'en remettent moins à l'État, ils sont même méfiants par rapport à l'État, c'est extinction de leur constitution. Il n'y avait pas la peur de disparaître, puis ils n'étaient pas en situation minoritaire. Je pense que ça, c'est des facteurs qui font qu'on a davantage vu le gouvernement comme un protecteur ou l'Église catholique. Puis quand l'Église catholique est disparue ou elle a commencé à être moins populaire, bien, c'est sûr que les Québécois sont réfugiés derrière l'État pour les protéger. Moi, je pense qu'on est rendu à une étape où on est capable de s'affranchir aussi de l'État pour nous protéger au niveau linguistique. Pas parce que je suis contre le français, au contraire, mais je pense que la culture canadienne-française puis la langue française tout court en Amérique va survivre si et seulement si on y tient. Puis d'abord et avant tout, c'est une décision individuelle parce que dans le monde éclaté dans lequel on est, on ne peut plus artificiellement maintenir des barrières linguistiques de façon durable. Bien, c'est intéressant parce qu'il y a des conservateurs, des gens qui se définissent comme conservateurs, qui pensent complètement le contraire sur cette question-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais
vous recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de ce que c'est que le conservatisme. Je note qu'on est le 17 février, puis vous avez bravé la tempête pour venir au balado. Il est tombé 74 cm de neige et je vous ai croisé sur une piste cyclable. Est-ce que c'était vous qui veniez? C'était... Pas venu en vélo ni en trottinette électrique. Je peux vous rassurer. Mais donc, il y a des données qui démontrent que les jeunes au Canada, oui. Et on le sait aux États-Unis depuis l'élection de Trump, 43% des 18-34 ans ont voté pour Donald Trump. Et au Canada, en novembre, on avait un sondage qui a peut-être changé un peu avec ce qui se passe avec les tarifs, mais on avait une majorité de jeunes qui prévoyaient voter pour Pierre Poilievre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est quoi le conservatisme? Parce que c'est la question qu'on pose aux jeunes dans les sondages. Conservatisme, le Parti libéral, le Parti démocrate, ils répondent conservatisme à ce moment-là. Mais c'est quel conservatisme? Bien, d'abord, les chiffres que vous donnez sont exacts. Là. Puis d'ailleurs, même le Parti québécois, un peu avant Noël, avait publié un sondage sur la circonscription d'Arthabasca qui sont rendus publics, où on était nez à nez, les conservateurs et le Parti québécois. Puis, ce qu'on voyait, c'est que c'était carrément générationnel. Le PQ menait par plus de 20 points chez les 65 ans et plus, puis le Parti conservateur du Québec menait par plus de 20 points chez les 50 ans et moins. Et ça, c'était très intéressant comme donnée, puis ça correspond aussi aux chiffres qu'on a à l'interne. Puis pourquoi c'est comme ça? Mais c'est sûr que le Parti conservateur du Québec, parce que là, je vais parler juste pour le Parti conservateur du Québec, là, je ne parlerai pas pour Pierre Poilievre, mais nous, on est un parti qui a connu une croissance importante au Québec pendant la crise sanitaire. Puis, veut pas, la crise sanitaire, elle a polarisé beaucoup en termes de génération. Les personnes de 65 ans et 75 ans et plus avaient très peur, écoutaient beaucoup M. Legault, étaient très respectueux des consignes, étaient très sanitaristes, alors que les jeunes questionnaient un peu plus les mesures. Puis, je pense qu'il y a eu une iniquité dans ce qu'on a demandé aux gens de contribuer. Quand tu as 20 ans, un couvre-feu à 8 heures, ça ne signifie pas la même chose que quand tu en as 75. Mettre des masques à des enfants dans des écoles ou les empêcher de faire du sport, puis les obliger à être dans leur chambre, à faire de l'école à la maison, puis avec la tablette ou l'ordinateur, c'est une condamnation qui est beaucoup plus difficile qu'un adulte qui est rendu à 60 quelques années en fin de carrière, qui fait ça à son chalet sur son laptop. C'est bien, bien différent comme réalité. Donc, il y a une iniquité des sacrifices. Fait que ça explique, en tout cas pour nous, là, comment au départ, ça a été un mouvement qui a été beaucoup, beaucoup propulsé par une jeune génération. Mais c'est le parti, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est le parti qui incarnait ce discours qui était le vôtre, qui était un discours marginal, qui était un discours nécessaire, à mon avis, là, soit dit en passant, dans l'espace public, mais c'était pas du conservatisme, ça. Est-ce que c'en était? Bien, c'est-à-dire, oui, je pense que oui, dans le sens où on s'est beaucoup battu pour les libertés individuelles. Mais les libéraux, le libéralisme, c'est pas les libertés individuelles. Non, mais par définition, les conservateurs, on n'aime pas les gros États qui interviennent puis qui contrôlent. Là, on a un gouvernement qui a brimé nos droits civiques comme jamais dans notre histoire, qui a mis la démocratie sur pause, puis qui a brimé les libertés individuelles comme notre génération ne l'avait jamais été. Donc, je pense qu'il y avait un fond de conservatisme clair. Mais l'autre élément, puis qui est peut-être le plus important, puis qui explique aussi pourquoi le Parti conservateur du Canada connaît le même phénomène que nous, c'est sûr que la réalité économique a changé. Puis au Québec, de par la courbe démographique, mais les baby boomers ont une très grande importance politiquement. Ils l'ont toujours eu, en fait. Hein. Vous pouvez suivre un paquet de cycles politiques au Québec parce que les baby boomers ont la force du nombre. Et politiquement, mais c'est important le nombre parce que c'est ça qui fait que tu gagnes ou tu perds tes élections. C'est exact. Et donc, les boomers ont des positions tout à fait défendables. Ils défendent leurs intérêts. Mais dans le contexte actuel, ça veut dire quoi? Puis je peux décliner ça sur un paquet de politiques publiques actuelles, là. Quand on parle d'endettement, le Québec, cette année, enregistre le pire déficit de son histoire à 11 milliards. Le Canada, le pire déficit de son histoire à 62 milliards. Ça, c'est de l'impôt reporté. C'est sûr que la personne qui a 75 ans, elle ne paiera probablement jamais, mais elle va profiter des bénéfices puis du 60 quelques milliards de trop qu'on a dépensé à Ottawa ou du 11 milliards de trop qu'on a dépensé à Québec. Donc, elle a un intérêt individuel à voter pour un politicien qui va y en donner un petit peu plus puis qui va refiler une facture à des gens qui vont payer quand la personne ne sera plus là. Puis alors que le jeune, c'est le contraire. Il n'a pas intérêt à ce qu'il dépense encore plus puis qu'à un moment donné, il se ramasse avec des taxes, des impôts plus élevés. Mais c'est pour ça que vous dites que les gens qui ont un certain âge, qui sont au Parti conservateur, c'est des gens... C'est rare. C'est assez inédit parce que ce sont des gens qui ont compris... C'est des collectivistes, finalement. C'est des gens qui comprennent en fait, moi, je dirais plus qu'ils sont altruistes. Là. Je dirais que c'est des gens qui se soucient beaucoup de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Puis ça, je pense que c'est une question plus morale. Est-ce qu'on doit léguer plus à nos enfants et à nos petits-enfants que ce qu'on a reçu de nos parents?
C'est une question fondamentale comme être humain de tous les temps, là. Et au Québec, depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le sol d'Amérique, bien, toutes les générations ont respecté ce contrat moral-là. Pour la première fois de notre histoire, ce contrat moral-là va être rompu. Pour la première fois, on a délibérément, pas parce qu'il est arrivé un cataclysme, pas parce qu'il est arrivé une guerre, là, parce qu'on a choisi, on a planifié avec des politiques publiques de rendre une génération plus pauvre que celle de ses parents pour acheter des votes. On a acheté la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Et ça, pour moi, c'est immoral. Et c'est au niveau de la moralité, moi, que je le pose aux personnes plus âgées. Puis je suis content de voir qu'il y en a effectivement qui se soucient de ça. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de le faire. Puis je peux vous donner d'autres exemples. Le prix des maisons. Aujourd'hui, une maison à Montréal, je ne sais pas c'est quoi, 600 000 pour quelqu'un. À peu près. Il n'y a pas un jeune qui peut se payer ça, là. C'est quoi le prix d'une voiture électrique? C'est au-dessus de 80 000 en moyenne. C'est très difficile quand tu viens de commencer à travailler de te payer les paiements d'une voiture à 80 000 ou plus. Il y a plein d'exemples qui prouvent que cette génération-là, puis c'est normal, là, quand tu as 25 ans, tu viens de sortir de l'université, tu viens de rencontrer ta blonde ou ton chum, tu veux te marier, tu veux fonder une famille, tu vas avoir des enfants, ben tu veux t'acheter une maison, tu veux t'acheter un char. Je veux dire, ça fait partie des besoins. C'était la même chose en 1970 en passant, là. Mais eux avaient les moyens à l'époque parce que le prix d'une maison par rapport au salaire, puis le prix d'une voiture par rapport au salaire n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ne pourront pas ambitionner les mêmes rêves que leurs parents ou leurs grands-parents. Puis ça, je pense que ça explique pourquoi ils ont choisi d'abandonner ce qui était historiquement la gauche, parce que ces combats-là, il faut se rappeler, Bien là, sûr. ils étaient menés par la gauche. Hein? On se battait, c'était les syndicats qui se battaient pour que les travailleurs aient plus d'argent pour qu'ils puissent acheter un char. C'était une des principales revendications à une certaine époque pour qu'ils puissent avoir accès à la propriété. Ça a été un gros combat. Pouvoir d'achat. Augmenter le pouvoir d'achat de la classe moyenne ou des travailleurs, ça a été des combats qui ont été menés par la gauche historiquement. Puis aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre par la gauche, de vouloir tout électrifier les transports, de vouloir empêcher les voitures hybrides ou à essence, de vouloir réglementer, surréglementer l'habitation puis la construction de nouveaux logements qui fait exploser le prix des nouvelles maisons, bien, c'est tous des combats où la gauche a exactement l'effet inverse sur le travailleur et sur les jeunes. Fait qu'il ne faut pas se demander pourquoi ces gens-là leur tournent le dos. Mais en même temps, ils votent pour leur intérêt. Les jeunes n'ont pas changé. C'est la réalité politique et économique qui a changé. Mais moi, parce que c'est un raisonnement que je comprends, là, mais ça veut donc dire que la gauche a été au pouvoir, qu'elle a voulu gagner des élections, qu'elle a donné des cadeaux à la génération qui était la plus nombreuse et qui allait voter, surtout. Hein, c'est donc la génération des baby-boomers. Mais si la droite prend le pouvoir, comme la droite, le centre-droit a pris le pouvoir en 2018, on apprenait en fin de semaine qu'il y a 15 % de plus de fonctionnaires au Québec depuis l'arrivée de François Legault, la CAQ au pouvoir. Si je suis le raisonnement qui est le vôtre, même quand la droite prend le pouvoir, elle aussi, elle tombe dans ce... D'abord, on va mettre une chose claire avant de partir. Là. François Legault, là, c'est tout sauf la droite. Là. Ouais, non, mais c'est mais comme ça je comprends qu'il a clignoté à droite pour se faire élire, mais il a viré à gauche depuis qu'il est au pouvoir. Ça, c'est clair. Moi, j'ai voté pour François Legault en 2018. J'avais voté pour qu'on puisse exploiter nos hydrocarbures au Québec. Hein? Il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Il est arrivé au pouvoir, il a passé une loi pour empêcher toute forme d'exploitation puis d'exploration de nos hydrocarbures. On avait voté pour un gars qui voulait réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Il l'a augmenté, dépendamment si vous calculez juste la fonction publique ou les employés de l'État, mais quelque part entre 15 et 60 000 employés de plus. Et on a voté pour un gouvernement qui avait dit qu'il allait avoir un budget équilibré. On enregistre les pires déficits de l'histoire du Québec. Je veux dire, venez pas me dire que François Legault, c'est un gars de droite. Là. Il a gaspillé comme jamais. Aujourd'hui, la création d'emplois se fait principalement dans la fonction publique. C'est un modèle à ne pas suivre. Pour moi, François Legault, c'est un gars qui n'a pas bien de différence avec QS en termes de politique publique. Là, je m'attendais à un désastre comme ça si QS avait pris le pouvoir, pas la CAQ. Là. Mais on dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que lui, il s'est présenté comme un parti de centre-droit. Oui. Et arrivé au pouvoir, il s'est transformé. On dit la même chose. Ou il est redevenu le péquiste qui avait déjà été dans une autre vie. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Non, mais c'est parce que j'interroge le raisonnement qui est le vôtre. Vous dites, nous, on va prendre le pouvoir, puis nous, on va faire autre chose. Mais peut-être que il va vous arriver exactement ce qui est arrivé à François Legault. Mais écoutez... Il va falloir les gagner, ces élections-là. Il va falloir les donner, les cadeaux aux gens qui votent. Bien, c'est ça. Moi, je fais le pari de l'honnêteté. Moi, je pense qu'on est rendu à un point de rupture où les gens sont suffisamment conscients pour dire, écoutez, il faut faire un changement. Puis c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire. On va être obligé de couper.
on va être obligé de rationaliser les dépenses, on va être obligé, mais on va aussi baisser vos taxes et vos impôts, puis on va vous laisser plus libre. Parce que ça coûte rien, là, mais il y a de plus en plus de lourdeur bureaucratique puis administrative au Québec. Et la liberté des individus est de plus en plus restreinte. Le gouvernement contrôle de plus en plus les gens. Puis ça, je pense qu'on le sent. Tu sais, quand tu es chef d'un parti politique, une des grandes chances que tu as, c'est que tu fais le tour des régions. Tu es toujours dans toutes sortes de petites communautés, partout aux quatre coins du Québec. Puis il n'y a pas une place où je vais où je me fais pas dire ça. Où je me fais pas dire que les gens localement se sont mobilisés pour un projet, pour quelque chose, pour un changement, pour une amélioration à leur qualité de vie locale, puis comment ils se sont fait mettre des bâtons dans des roues par des gens qui sont pas élus, qui appliquent de façon tatillonne des lois puis des règlements, puis comment on est en train de leur empester la vie. C'est hallucinant comment il y a quelque chose qui est en train de se produire au Québec. Le Québec ne se serait jamais développé puis ne serait jamais devenu le succès qu'il a été si on avait géré avec la gang de bureaucrates qui nous étouffent à l'heure actuelle. Mais là, c'est pas une pique que je veux vous envoyer, mais ils disent souvent ça, les politiciens. On est en région, il y a une affaire qu'on nous dit, c'est ça. Puis là, ben, on arrive les élections, puis aux dernières élections, c'est quoi? C'est 13% du suffrage que vous êtes allé chercher. Aucun député, c'est une injustice, honnêtement. Ça, c'est la pire distorsion électorale de l'histoire du Québec. On est d'accord, le système doit changer parce que ça n'aurait pas du tout la volonté des Québécois, mais quand même, il n'y a pas eu de comté en région, par exemple, puisque vous en parlez, où il y a un député du Parti conservateur du Québec qui a réussi à se hisser au sommet. Donc, il y a quand même suffisamment de gens, pour ne pas dire une majorité, ou alors je vais le dire, une majorité de gens qui ne pensent pas comme vous, l'État, c'est correct pour eux. On partait à zéro. Là. Quand on finit à 42-43% dans une circonscription, c'est pas rien. Là. Vous assez récent, en un an, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça dans l'histoire du Québec. Là. Moi, je suis très fier de ce qu'on a accompli. Non, c'est impressionnant. On a rassemblé 530 000 Québécois en l'espace d'un an et demi. C'est du jamais vu. Et puis malgré le fait qu'on a 1% de la présence médiatique en termes de visibilité par rapport aux autres partis, malgré le fait qu'on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale, non seulement on a maintenu nos 530 000 électeurs, mais s'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait encore plus de votes. Donc, il y a quelque chose, il y a un courant de fond qui nous transporte. Là, je suis conscient que c'est pas moi tout seul, c'est même pas juste le monde qui m'aide autour. Il y a un courant dans la société québécoise qui nous transporte à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va réaliser nos engagements ou pas? La question, elle est très pertinente. Puis c'est pas un individu seul qui peut faire ça. Il va falloir qu'on serre les coudes puis que les gens y croient pour vrai. Quand vous allez voter pour le Parti conservateur, c'est pas parce que j'ai la plus belle cravate, puis c'est pas parce que j'ai fait une bonne ligne au débat, c'est pas parce que le candidat dans le comté, vous le trouvez cute. Là. C'est pas ça. Là. Il va falloir qu'il y ait vraiment une volonté de changement. Puis c'est notre vraie force, ça va être la force de notre électorat. Puis peut-être que François Legault a senti que son électorat, il croyait pas à ce qu'il disait. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il a renié tous ses engagements, un derrière les autres. Je veux qu'on reste sur la question du conservatisme et des jeunes parce que vous parlez beaucoup d'économie. Oui. Ça, je pense que... Puis c'est bien en passant parce que moi, par exemple, je me considère un nationaliste plus identitaire. Puis je me définis la gauche et la droite sur cet axe-là. Et pour beaucoup de gens, notamment à Québec, la question de la gauche et de la droite, elle doit être économique avant tout. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire que vous parlez trop d'économie. Par contre, je vais noter que vous en parlez beaucoup plus que de d'autres choses. Puis vous vous dites conservateur, donc il y a plein de questions qu'on se pose sur les positions d'Éric Duhaime. Tu sais, par exemple, l'aide médicale à mourir. Êtes-vous conservateur sur cette question-là? Bien, écoutez, c'est des débats. C'est sûr que sur ces enjeux-là, on en parle beaucoup moins. Vous avez raison. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi j'en parle beaucoup plus d'économie. Hein? Parce que d'abord, je pense que la situation est vraiment urgente, puis il y a vraiment un problème. Parce qu'il y a eu aussi une montée de la gauche économique. Là. Le Québec solidaire n'existait pas il y a 30 ans au Québec. Là. On a une gauche... Il y avait le PQ. Il y avait le PQ, mais le PQ était à gauche, il l'est encore, mais Québec solidaire est encore plus à gauche. Il y a eu... La fenêtre d'Overton, disons, elle a bougé du côté à gauche. Nous, notre objectif premier, c'était de ramener justement la fenêtre d'Overton un peu plus à droite. Là. Je pense que ça, c'était l'enjeu numéro 1. Pour ce qui est des enjeux plus moraux, parce que c'est de ça dont vous parlez, c'est sûr qu'en partant, moi, je suis gay. C'est déjà une anomalie pour un parti dit conservateur. Là. Il y a très peu de partis conservateurs. En fait, dans l'histoire du Canada, selon nos recherches, là, autant au niveau provincial que fédéral, je serais le premier chef conservateur ouvertement gay. Il y en a peut-être déjà eu, mais on le saura jamais. Mais donc, c'est déjà ça, c'est pas du conservatisme moral ou traditionnel. Fait que c'est une différence qui nous... Puis je pense que de façon générale, la droite au Québec, pour toutes sortes de raisons aussi historiques, là, les enjeux moraux sont déjà moins présents dans le débat politique. T'sais, la question, par exemple, de l'avortement polarise pas autant au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis.
Puis là, il y a toutes sortes de raisons, là, il y en a des centaines, mais on comprend tout ça. Il n'y a pas une droite morale très organisée au Québec et très puissante. Il y en a déjà eu une. Non, mais c'est parce que je pose la question parce qu'un conservateur, pour moi, c'est quelqu'un qui, par exemple, sur cette question-là, aurait probablement pris position, pas nécessairement de façon opposée, mais de dire, écoutez, on a quelques réserves. Mais vous êtes un conservateur qui dit l'affaire la plus importante pour moi, c'est les libertés individuelles. Donc, on vous attend alors du côté favorable à l'aide médicale à mourir. Donc, puisque vous parlez beaucoup d'économie, je suis sûr qu'il y a plein de gens au Québec qui se disent, mais je comprends pas alors pourquoi il est conservateur. C'est un libéral. J'ai juste répondu à une question sur les drag queens, puis j'ai choqué le Québec pendant 6 mois parce que j'allais à sens contraire du consensus unanime de l'Assemblée nationale qui disait qu'il fallait exposer les enfants du Québec aux drag queens dans nos écoles et nos garderies pour faire du Québec un modèle international en matière de diversité puis d'inclusion. J'ai juste osé dire que j'aurais voté contre si j'avais été élu à l'Assemblée nationale. Puis ça a fait tout un émoi. Puis on est loin des questions morales. Tant qu'à moi, là, c'est une question de gros bon sens. Là, mais ça démontre comment on est chatouillé des fois sur ces enjeux-là. Et puis, je sais pas comment dire ça, mais j'y ai repensé comme une fois à cet enjeu-là parce que pour moi, tu sais, moi, j'ai rien contre les drag queens. Là. Je suis gay. J'ai toujours été dans des bars gays, voir des shows de drag queens en fin de soirée. J'ai aucun problème avec les adultes qui prennent un verre puis qui regardent des shows de drag. Là, c'est drôle, puis ça m'a toujours fait rire. C'est burlesque. Sauf que j'avais un problème avec mettre ça dans des garderies, puis je comprenais pas le lien avec les enfants, puis j'aimais pas beaucoup non plus les livres de théorie du genre que ces drag queens-là allaient lire, parce que les gens voyaient pas qu'il y avait un contenu politique derrière ça. Puis au-delà du maquillage puis de la perruque, là, pour moi, il y avait un endoctrinement de théories très contestées, là, puis avec lesquelles je suis pas du tout en accord. Puis je pense qu'il y a bien des parents au Québec qui sont pas d'accord. Mais ça a été très difficile de parler de ça, parce qu'on en est resté aux perruques pour maquillage. Et puis on m'a fait passer pour quelqu'un qui était transphobe. Ce que je ne suis pas. Puis je me suis posé la question, parce qu'il faut toujours se poser la question comme chef, est-ce que je nuis à la cause quand je parle de ça, quand je réponds à des questions sur cet enjeu-là? Est-ce que je suis en train de détourner notre mission fondamentale? Parce que ça a tellement fait de bruit. Tu sais, j'avais fait une conférence de presse sur un tout autre sujet, c'était sur le travail des enfants. Il y avait un projet de loi qui empêchait... Puis j'étais avec un père que sa petite fille distribuait des cabarets dans le CHSLD de sa grand-mère qui a 13 ans puis qui ne pourra plus travailler. Puis je trouvais que c'était une aberration que le gouvernement interdit ça. Et il n'y a personne qui a parlé de cet enjeu-là. Puis j'ai eu 300 articles sur ce que j'avais répondu par rapport aux drag queens. Vous avez travaillé dans les médias, vous savez pourquoi. Vous savez comment ça marche. Là. Mais c'est justement parce que je sais comment ça marche que je me suis dit, est-ce que je vais m'aventurer sur ces terrains-là? Parce qu'à chaque fois, ça revire en freak show. Par exemple, sur la question de l'aide médicale à mourir. Mais c'est ça. Si je commençais à parler de l'aide médicale à mourir, puis je rentrais dans les détails, probablement, c'est des enjeux très sensibles où il faut être très subtil. Puis la politique, en 2025, a horreur de la subtilité puis de la nuance. Et, en 2024 aussi, elle avait horreur de ça. Mais c'est toujours... C'est difficile, là. Et donc... Oui, mais vous reculez pas devant les difficultés. Vous m'avez parlé tantôt. Moi, je veux focaliser sur les enjeux qui sont essentiels. Puis pour moi, l'enjeu économique est très essentiel. Fait que j'ai comme l'impression de diluer le contenu. Pour moi, la place du privé en santé, par exemple, c'est un débat qui est ultra important puis qu'on est en train de négliger. Puis si je passe trop de temps à parler des drag queens, ben tu sais, pendant ce temps-là, je fais pas avancer la cause. Fait que c'est un peu pour ça qu'on les a mis moins à l'avant-scène. Mais quand même, quand je pense que ça va trop loin, on le sort, puis on a été très cohérent en tant que conservateur sur ces enjeux-là. Là, on n'a pas reculé. Ben moi, j'ai une hypothèse. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que sur la question économique, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, c'est un parti qui est cohérent, dont on peut prévoir les positions, puis c'est un compliment que je vous fais. Là. Ça veut dire que vous avez un système de pensée qui est rigoureux, qui est cohérent. Et pour tout le reste, là, honnêtement... Comme vous êtes un ancien de l'Institut économique de Montréal, comme vous êtes quelqu'un qui est attaché aux libertés individuelles, vous pouvez nous surprendre. C'est-à-dire que sur la question, par exemple, du cellulaire en classe, est-ce que vous êtes pour que l'État l'interdise? Un conservateur, moi, dans ma tête, il dirait oui. Il dirait c'est la modernité exacerbée. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'un conservateur, là, il ne sous-contracte pas sa responsabilité parentale à l'État. Moi, je pense qu'un conservateur, il aime ça que c'est le parent qui décide pour l'enfant. Et moi, je suis de ceux qui pensent que d'abord et avant tout, la personne responsable de l'éducation puis des choix fondamentaux pour l'enfant, c'est le père puis la mère. C'est pas l'État. Et ça, pour moi, c'est une grosse différence entre la gauche et la droite. Moi, j'ai davantage confiance d'abord et avant tout dans les parents pour savoir ce qui est mieux pour leur bien-être de leurs enfants
plutôt que le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on est contre une réglementation là, tout azimut qui interdirait. Je ne dis pas que... Mais vous voyez où je veux en venir. Oui, c'est-à-dire que c'est pas fou là, ce que je vous dis. Là. Un conservateur, honnêtement, si je disais je suis conservateur, devinez quelle est ma position sur le téléphone cellulaire en classe. Pas mal sûr qu'il y a du monde qui dirait ben, vous êtes probablement opposé à ça, puisque vous êtes probablement opposé. Si je vous dis un conservateur, est-ce qu'il est pour ou contre l'autorité parentale? Il est probablement pour. Bon, ben c'est ça. Ouais. En effet. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas évident, vous avez raison. C'est pas du tout évident. Puis, mais parce qu'au Québec, on n'a pas l'habitude de diviser entre la gauche et la droite. C'est pour ça qu'on a aussi de la misère à nous positionner, parce que c'est pas en fonction de ces critères-là. Puis même chose, quand on arrive, qu'on parle d'identité ou de langue ou d'immigration, c'est toujours difficile de nous positionner parce qu'on est tellement habitué que c'est polarisant des oui puis des non. Puis nous autres, on n'est pas dans le paradigme du oui puis du non. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu plus complexe. Là. La question de l'identité aussi. T'sais, moi, je me rappelle il y a quelques années, vous aviez dit quelque chose, je m'étais dit « Wow, quel courage! » Il est allé dire ça. Vous aviez parlé de compatibilité civilisationnelle. Ça ressemble à comptabilité, c'est pour ça. Compatibilité civilisationnelle. Puis, tu sais, ça, c'est un terme qu'on entend en France, où la question de l'immigration, elle est, disons, traitée depuis beaucoup plus longtemps qu'ici. Et là, tout récemment, vous êtes sorti en disant, tout récemment, c'est dans les derniers mois, vous êtes allé dire qu'il ne fallait pas, cibler les immigrants, qu'il fallait, disons, changer la façon dont on en parle. Donc là, on dirait que vous étiez rendu plus light. Non, c'est pas une question d'être light ou pas light. C'est une question que j'aime pas la façon dont le gouvernement actuel a enclenché le débat. Premièrement, c'est un gouvernement qui nous a menti là-dessus aussi. Hein? C'est un gouvernement qui a été élu en disant qu'il fallait en prendre moins pour en prendre soin. Il en a pris plus, puis il n'en a jamais pris aussi peu soin. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il nous avait dit. Deuxièmement, tous les échecs de l'État au Québec, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des garderies, de la santé, c'est toujours le logement. C'est la faute des immigrants. Je m'excuse, mais c'est pas la faute des immigrants si on ne construit pas au Québec. C'est parce qu'on a des lois débiles qui empêchent la construction, puis on a des maires qui, c'est des, comme Pierre Poilievre les appelle les gatekeepers, là, mais qui empêchent toute forme de développement. Si on a des problèmes dans notre système de santé, c'est pas parce qu'il y a plus d'immigrants. Notre système de santé serait dysfonctionnel, même sans immigrants. Même chose pour les écoles. J'ai l'impression qu'on utilise beaucoup les immigrants comme bouc émissaire pour justifier l'échec du gouvernement dans ses politiques fondamentales. Ça, c'est un problème. L'autre affaire, on ne peut pas reprocher aux immigrants qui sont ici. Là, on les a fait entrer. Là. C'est notre problème. C'est notre échec. Et on a choisi d'être laxiste. Puis on n'a rien dit. On n'a rien fait quand le chemin Roxham, ça rentrait à pleine porte. On a laissé ça aller ça. Puis de temps en temps, François Legault envoyait une lettre ou faisait une petite déclaration pour se regarder populaire, mais jamais il a envoyé des autorités, jamais il a proposé de construire une clôture, jamais il a proposé d'arrêter le flot lui-même. Donc, tu sais, je trouve c'est très facile de blâmer les immigrants, mais je trouve qu'on est resté les bras croisés très longtemps, puis encore aujourd'hui. Et cela étant dit, je continue à penser qu'il y a trop d'immigrants à l'heure actuelle. Je continue à penser qu'il y a plusieurs problèmes. On ne peut pas continuer de la façon dont on est parti. Mais c'est pas la faute des immigrants, c'est notre faute à nous parce qu'on n'a pas des politiques qui sont, tant à moi, claires. Oui, mais en même temps... Parce que je pense qu'il est possible de dire le gouvernement Legault sur la question de l'immigration, c'est un échec total, puis vous avez raison, c'est même dans la façon d'avoir traité leurs propres slogans. Ils avaient des slogans, puis aujourd'hui, ils ont fait quasiment le contraire. Mais on peut pas dire que la hausse des seuils, la hausse de demande de services, c'est simplement dû au fait qu'on n'est pas capable de rendre des services. Il y a des gens dans le secteur de la santé qui le disent, là, que c'est précisément les gens issus de l'immigration qui ont accentué la demande, qui ont fait en sorte on contrôle pas chacun des immigrants qui rentrent. Il y a le recoupement familial. Il y a quand vous arrivez ici, vous pouvez faire entrer plein de gens. Il y a des gens qui utilisent l'immigration. Moi, comme vous savez, j'ai fait un infarctus il y a 2 mois. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu d'immigrants dans l'hôpital où j'étais, je ne suis pas sûr que j'aurais été encore... Non, mais c'est facile, mais ça démoigne quelque chose. Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui travaillent dans le système de santé au Québec. Il faut quand même être honnête avec ça. Cela étant dit, c'est clair qu'au Québec, on ne peut pas survivre comme nation canadienne-française. On ne peut pas assurer du logement à tout le monde, puis on ne pourra pas assurer des services publics de qualité si on continue à faire entrer le nombre d'immigrants qui rentrent à l'heure actuelle. Un coup que tu as dit ça, tant qu'à moi, tu n'as pas dit grand-chose. Effectivement. Parce que comment on va faire ça? Encore une fois, moi, je fais le tour des régions, là.
Je me souviens pas d'être allé dans une grange récemment ou d'être allé dans une usine puis d'avoir vu que s'il n'y avait pas d'immigrants, ça aurait continué à fonctionner. Là. Puis je suis loin de Montréal. Là. Dans des granges? Ben, c'est-à-dire dans le milieu agricole. Là, OK, d'accord. N'importe où, là, je veux dire, il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent. Là. Je peux vous parler du centre du Québec. Là, pensez à l'industrie de la canneberge. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui se mouillent les pieds et qui s'en vont dans le champ. Là. C'est tous des Latino-Américains qui font ça. Ouais. Si demain matin, on dit qu'il n'y a plus aucun immigrant puis on enlève les immigrants, les travailleurs étrangers temporaires, là, ben, les champs de canneberge là, vont être en friche. Donc, c'est facile de dire des choses, mais comment on va le décliner maintenant? Comment on va s'assurer qu'effectivement, ce pas des immigrants qui ne travaillent pas, qui sont à Montréal, qui s'anglicisent, qui vont rentrer, puis qu'on va continuer à faire rentrer le petit latino dans le fond du champ à Saint-Louis-de-Blandford. C'est ça le défi. Là. Et pour moi, il est là le défi de l'immigration puis de l'intégration. Là. Puis en passant, c'est pas dans les petites régions puis dans nos villages que les immigrants se font assimiler aux anglophones. Là. Fait que, tu sais, comment on va faire pour s'assurer que cette immigration-là continue à survivre? Parce que ce que j'ai peur avec le discours actuel, là, puis le discours du Parti québécois en particulier qui veut le diminuer de façon drastique, c'est qu'est-ce qui va arriver avec nos entreprises en région, nos entreprises agricoles puis nos industries. Mais seriez-vous en faveur, par exemple, d'un système d'immigration au Québec? Puis on va parler tantôt de l'indépendantisme parce qu'il y a peut-être aussi l'impossibilité du modèle québécois à agir la façon qu'il veut agir avec une juridiction supplémentaire. Mais seriez-vous en faveur d'un système d'immigration qui placerait les immigrants là où il y a un besoin? Parce que vous parlez beaucoup des régions. On le fait déjà avec les travailleurs immigrants, les travailleurs étrangers temporaires. Eux, ils sont déjà, ils ont un employeur, ils sont obligés de travailler pour l'employeur. Effectivement, qui les a fait venir. Mais il va falloir qu'on voit comment on peut faire ça, tout en respectant évidemment nos fameuses chartes. Là. C'est toujours ça le défi. Alors, je vous attendais là, j'essaie de vous piéger, c'est pour ça. Mais c'est sûr qu'il faut arriver là. Puis quand on parle de compatibilité civilisationnelle, je sais que c'est un gros terme, puis je ne l'utilise plus beaucoup parce que ça portait beaucoup à confusion, puis les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Mais je veux dire, les Latinos, là, ils sont très compatibles. Même ceux qui ne parlent pas très bien français. Ils l'apprennent plus rapidement que les immigrants qui viennent de n'importe où ailleurs dans le monde. Et ils ont un passé agricole. Donc, ils arrivent, ils ne veulent pas s'établir au centre-ville de Montréal. Ils choisissent naturellement nos régions pour fonder leur famille. Donc, c'est aussi ça, la compatibilité civilisationnelle. Au Québec, on a depuis toujours pris beaucoup l'aspect linguistique. Ça, c'était le Parti québécois qui a fait ça. Il ne faut jamais oublier ça. Là. Ils ont beaucoup mis l'emphase sur que ça soit des francophones. Puis là, on se rend compte que c'est pas parce que tu parles français que tu t'intègres plus facilement à la majorité. Là. Faites référence à une immigration musulmane. Entre autres. Ouais. Puis tu sais, je disais encore ce matin, là, ce qui se passe avec l'école Bedford. Là, moi, j'étais scandalisé ce matin. Là. On a suspendu 11 enseignants parce qu'ils ont potentiellement islamisé des enfants dans les écoles. Ils leur ont empêché d'avoir de la science, puis ils mettaient plus de religion. Ils leur ont empêché de l'éducation sexuelle. Puis ces 11 personnes-là, des mois plus tard, sont encore payées, vont probablement pouvoir aller en appel. Ils vont faire ça pendant des années. Puis le gouvernement va peut-être même les compenser financièrement sans même qu'on sache combien ça va nous coûter comme contribuable. J'ai l'impression qu'on se fait rouler dans la farine. Il y a des gens qui n'ont pas respecté leur contrat professionnel avec l'État québécois. C'est le contribuable qui va être perdant. Puis ces gens-là, non seulement ils continuent à recevoir leur plein salaire, mais ils n'ont même plus besoin de travailler. C'est atroce. Puis ils ont essayé d'islamiser des enfants. Là, c'est grave ce qui s'est passé. Là. Puis c'est comme si on les a récompensés. Moi, ça me fait halluciner là, des histoires comme celle-là. Puis, savez-vous quoi? Ça donne très mauvaise réputation, malheureusement, aux immigrants. Puis ça alimente un sentiment chez les Québécois qui n'est pas toujours positif à l'égard des nouveaux arrivants. Et c'est pour ça qu'il faut éviter ces situations-là. Puis si on a des gens qui sont plus compatibles, ben ça va éviter ces frictions-là, ces sources de tension-là. Mais, tu sais, vous êtes pas encore un élu, mais vous avez des idées, vous réfléchissez dans un monde qui est politique et qui est fait de politique publique. Alors, comment on mène à terme cette idée-là? Parce que là, vous dites, j'essaie d'utiliser moins le mot compatibilité civilisationnelle, mais on comprend que c'est quand même quelque chose qui est encore cher pour le Parti conservateur du Québec. Comment on passe à l'action? Comment on fait ça? Est-ce que le plan, par exemple, de la CAQ en ce moment en matière d'intégration, c'est un plan avec lequel vous êtes d'accord? Bien, d'abord, on n'était pas d'accord avec les seuils. Mettre des chiffres, un immigrant, c'est pas un numéro. Là. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire avec eux. Puis avant de dire on va réduire de temps, OK, vous allez réduire où?
À quelle entreprise vous allez dire, je t'enlève tes travailleurs, puis tu vas fermer? Vous feriez passer un test, par exemple, de valeur? Ben oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un test de valeur. Ça, c'est une façon, justement, de contrôler la compatibilité civilisationnelle. C'est le test, les gens le remplissent, puis on leur fait confiance. Il faut aller plus loin que ça aussi, là, parce que vous comprenez que le test, ils sont pas tous fous à temps plein. Là. Ils ont compris que c'est quoi nos valeurs, entre guillemets, communes, puis il y en a quelques-uns qui vont peut-être ne pas nécessairement dire ce qu'ils pensent vraiment, mais plus ce qui est politiquement acceptable à nos yeux. Là. Donc, il s'apprend aussi des tests paramétriques. Là. Il y a toute une science derrière ça pour pouvoir poser différentes questions avec différents angles, pour avoir différentes questions. Les médecins, par exemple, passent ce genre de test-là pour être acceptés dans les facultés. Là. C'est pour éviter la triche, c'est ça? Il faut éviter la triche. C'est sûr que si tu leur demandes, allez-vous, qu'est-ce que vous allez faire si vous croisez deux gars qui se tiennent par la main dans la rue? C'est sûr que la probabilité que le gars va dire je vais aller mettre mon poing d'en face est faible. Il va pas le dire ou il va. Bon, mais il y a d'autres façons de poser des questions où on finit par savoir comment la personne pourrait effectivement réagir dans une situation qui, au Québec, est tout à fait normale. Il y a d'autres enjeux là, en ce moment sur lesquels je veux vous entendre, notamment celui de la santé. Oui. Parce que, petite anecdote, je parlais avec quelqu'un on avait une discussion, là, c'était un ami à moi qui est très proche de votre parti, d'ailleurs, qui me disait, va écouter la conférence de presse d'Éric Duhem avec son porte-parole en matière de santé, le docteur El Ayoubi. Oui, Karim El Ayoubi. Puis je disais, OK, c'est beau, je vais aller faire ça. Et j'ai écouté ça, et honnêtement, c'est une maudite bonne idée. Sincèrement, là, je le dis, je dis pas que c'est 100% ce que je ferais, mais il y a du bon là-dedans. Puis, je sais pas, il y avait combien de journalistes qui étaient là pour vous entendre la semaine dernière lorsque vous l'avez représenté, ce plan-là? Oui. C'était pas la première fois que vous en parliez. Non, mais là, on l'a présenté dans le cadre du projet de loi 83 qui veut interdire aux finissants en médecine, donc les nouveaux médecins, de pratiquer pendant 5 ans au privé. Là, ils veulent leur interdire ça. Donc, on a fait une conférence de presse, puis on a présenté justement quelle était notre vision à nous du privé en santé, puis pourquoi on pensait que c'était important. Fait qu'on a répété un peu, effectivement, les principaux éléments. Pour répondre à votre question plus précisément, il y avait 8 journalistes présents qui représentaient l'ensemble des grands médias au Québec, puis il n'y en a aucun qui a écrit sur le sujet. Aucun a écrit sur le sujet de la santé, alors que c'était le sujet de la semaine. Là. Ça a été quand même le débat à l'Assemblée nationale. Le Collège des médecins est venu présenter son mémoire en commission parlementaire. Le gouvernement a fait une sortie. Il y a eu plusieurs intervenants. Puis on est le seul parti qui a une position différente sur cet enjeu-là. Là. Mais il n'y a aucun média traditionnel qui a choisi d'écrire là-dessus. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est qu'à un moment donné, j'ai répondu à une question, encore un sideshow, pour savoir qu'est-ce que je pensais du fait que le Québec s'annexe aux États-Unis. Puis j'ai dit que c'était ridicule. Puis ça a l'air que c'était une grosse nouvelle. Mais là, il y avait 8 journalistes. Juste le préciser, il y avait 8 journalistes parce que ce jour-là, il était tombé pas mal de neige, je pense. Ça se peut-tu, ça? Oui. Donc, parce que vous le dites au début de la conférence de presse. On a bravé la tempête. Ouais. Mais ensuite, effectivement, c'est une question intéressante de se demander pourquoi, alors qu'on est en train d'avoir un débat très important, que 13% de la population aux dernières élections à peu près a voté pour votre parti, pourquoi on ne s'intéresse pas à la substance même de votre proposition qui réunit les gens? Vous n'avez pas fait venir les gens pour leur parler d'autre chose que ça. Non. Vous acceptez de répondre aux autres questions, mais pourquoi ce projet-là ne retient pas leur attention? Est-ce que vous voyez un complot là-dedans? Non, c'est pas une question de complot. Je pense que c'est une question d'intérêt. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour plus de privé en santé de la part d'une classe médiatique. Là, je pense, des médias traditionnels, je parle. Je pense pas que ça fait partie de leurs priorités comme ça fait partie des nôtres. Puis c'est souvent ça. Puis en fait, je me plains très peu, je le mentionne, mais je me plains pas du travail des journalistes, là, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. J'ai déjà travaillé dans les médias traditionnels, moi aussi, puis je choisissais les sujets que je voulais couvrir. Mais c'est quand même un constat qui est brutal. Et s'il y avait que les médias traditionnels, c'est clair que le Parti conservateur du Québec n'existerait pas ou il serait dans le moins de 1%. Là. Si on a réussi à sortir de la marge parce que je fais des podcasts comme on fait là, parce qu'on a réussi avec les réseaux sociaux, avec les courriels des gens qu'on a, on a réussi à développer une base. On a 63 000 membres. On est probablement le parti qui en compte le plus au Québec à l'heure actuelle. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on vit. Mais c'est sûr et certain qu'il y a une distorsion, pas juste à l'Assemblée nationale, mais dans l'exposure médiatique. Puis c'est un parti comme Québec solidaire. Puis là, on parle entre nous. Là. Mais à Radio-Canada, il mentionne le mot Québec solidaire 17 fois plus que le mot Parti conservateur du Québec. 17 fois plus. 17? Ah ouais? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport indépendant qu'on a commandé à une Vous n'avez firme. pas compté ça vous-même, j'espère? Non. On a embauché une firme qui a fait tous les... Puis là, je vous parle juste de la quantité, je ne parle pas de la qualité. Parce que la qualité, l'écart serait encore plus important. Là. Et pourtant, s'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait 4 % de plus dans les intentions de vote que Québec solidaire.
Donc, il y a cette distorsion-là aussi qui existe, mais j'ai comme abandonné parce que notre clientèle, évidemment, ça aussi, c'est générationnel, hein, elle suit beaucoup moins les médias traditionnels qu'à une certaine époque. L'écrasante majorité des conservateurs ne s'informent plus dans les médias traditionnels. Donc, on vit comme dans deux réalités parallèles. Puis, c'est sûr qu'il y a quelque chose de triste parce que historiquement, au Québec, on était très tricotés serrés. On était même reconnus pour ça. On était capables, comme Québécois, tous ensemble, un soir, d'écouter La Petite Vie, par exemple. Puis tout le monde, le lendemain, savait de quoi tu parlais quand tu parlais de La Petite Vie. Puis aujourd'hui, ben, c'est le contraire. On vit chacun dans nos silos. Puis il y a très, très peu d'interactions qui sont devenues possibles. C'est même vrai au niveau politique et au niveau médiatique. On n'est plus capable de se parler. Fait qu'ils savent même pas, les gens qui suivent juste ce qui se passe politiquement via les médias traditionnels, ils connaissent même pas notre position en santé, puis ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire le privé en santé au Québec. Alors que ceux qui ne suivent pas du tout les médias traditionnels, bien, il y a d'autres enjeux qu'on n'a aucune espèce d'idée. Même moi, le premier, je plaide coupable. J'ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qui s'est dit hier soir? À tout le monde en parle. C'est fou, hein? On vit vraiment dans deux réalités parallèles. Mais il reste du monde pour se parler. C'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il faut trouver des forums. Mais je vous dis juste que ça ratatine. Il y a de moins en moins d'endroits puis de lieux pour ça. Là, je veux qu'on revienne par contre parce qu'on était en train de parler de santé puis on s'est rendu jusqu'aux médias puis c'est bien correct. C'est fait pour ça, une conversation comme ça, mais parce que je veux vous donner l'occasion de parler de votre projet en matière de santé. Là, je veux juste, avant de vous laisser la parole, je vais vous dire ce que des gens pensent que c'est. Oui. Éric Duhem, il propose de donner plus de place au système privé. Ça va coûter plus cher parce que, effectivement, l'État va financer ce projet-là. Et pourtant, Éric Duhem, il propose de baisser les impôts. Alors, comment il va y arriver? C'est pas sérieux. Ça va coûter plus cher. En plus, on va mettre du monde dehors parce qu'il y a plein de gens dans le système public qui vont perdre du travail parce que le privé, puisqu'il y aura une compétition, va l'emporter. Le privé va nécessairement l'emporter. Est-ce que c'est ça, le projet? Pas du tout. Le projet du Parti conservateur du Québec, c'est d'additionner la contribution du secteur privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a observé tous les systèmes les plus performants au monde en matière de santé. La plupart, c'est des systèmes européens. J'ai eu la chance personnellement d'aller en Suède, d'aller voir comment le système fonctionnait, parce qu'on parle souvent des Suédois. Hein. Au Québec, on s'en est souvent inspiré dans les années 70 du modèle scandinave, parce que justement, c'était un modèle un peu plus social-démocrate. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 40-50 ans, le modèle suédois s'est beaucoup amélioré. Il s'est beaucoup, justement, il a beaucoup instauré de concurrence et de compétition à l'intérieur de son système. Et c'est ça qui nous inspire en santé. Je vais vous donner un exemple très concret. À Stockholm, il y a un hôpital, l'hôpital Göran, qui est privé, 100% privé. Puis devant, il y a un hôpital public, 100% public, géré et financé par l'État. L'hôpital privé accueille des patients qui sont envoyés par l'hôpital public si il est capable de faire le même type d'intervention ou de chirurgie pour moins cher et que c'est l'État qui paye. Ou si les listes d'attente, c'est des délais déraisonnables. Donc, le patient peut décider, OK, tu n'es pas capable de me soigner dans les temps requis parce que dépendamment du type d'intervention, là, 1 mois, 3 mois, 6 mois, si tu n'es pas capable de m'offrir la chirurgie à laquelle j'ai droit, mais je peux aller au privé, puis l'État va être obligé de payer. L'idée, c'est de dire on garde une assurance publique, parce que c'est ça à la base, hein, c'est l'assurance santé, c'est que l'État est l'assureur et que personne ne peut, parce qu'il n'a pas les moyens de payer une assurance, être privé de soins. Donc, c'était ça l'idée de base. On garde l'assureur public, mais on se permet qu'il y ait du privé qui puisse offrir les soins, les services. Fait que dans l'hôpital privé, il y a des gens qui décident de payer de leur propre poche et des gens qui devraient normalement être soignés au public et qui sont transférés parce que l'hôpital n'est pas capable de fournir et que ça coûte aussi cher ou moins cher les traiter de l'autre côté. Puis en fait, il y a très peu de gens qui payent de leur poche directement. Les gens qui payent, c'est souvent avec l'assurance parce qu'il y a des gens qui peuvent s'assurer au niveau privé. Une assurance duplicative, là, ils peuvent... Puis ça existe déjà au Québec en passant. Là, hein. Il y a des travailleurs qui paient une assurance collective, souvent même, et qui ont accès, par exemple, s'il leur arrive un problème, ils peuvent aller au privé pour que ça aille plus vite. Puis les employeurs fournissent parce qu'ils ont intérêt à ce que ça arrive pour pas que vous soyez pris sur la liste d'attente pour que vous puissiez revenir plus rapidement au travail. Donc, on a un système déjà à 2 vitesses au Québec, mais il est juste en hypocrite. L'idée, c'est de le faire ouvert pour tous. Et c'est sûr que
à peu près tout. Puis là, je parle de la Suède, mais j'aurais pu vous parler du modèle des Pays-Bas, allemand, danois, même français. On oublie qu'en France, il y a un système privé très important en matière de santé. Mais au Québec, on a toujours l'image du système américain. Hein. Dès qu'on parle du privé en santé, tout de suite, on réfère aux États-Unis où il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. C'est plus proche de chez nous aussi. C'est plus proche de chez nous, mais c'est aussi plus facile de dire il y a des gens qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est plus facile que d'utiliser un modèle où il y a de la vraie concurrence. Puis ce qu'on dit, c'est regardez l'éducation. L'éducation, il y en a du privé en éducation. L'État finance en partie les parents qui choisissent d'envoyer leurs enfants au privé. Ça a permis une concurrence. Ça a permis d'améliorer l'école publique. Il n'y aurait pas aujourd'hui de programme international ou de sport-études probablement dans les écoles publiques si on n'avait pas eu la pression du privé qui faisait que les écoles publiques ont été obligées de répondre aux demandes des parents de façon un peu plus positive. Moi, je pense que la concurrence, c'est quelque chose qui bonifie puis qui améliore la qualité des services aux gens. Et un monopole, ça donne malheureusement pas les résultats pour lesquels on paye. Mais on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le rapport des Québécois à l'État. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu en fin de semaine dans la presse un dossier de 2 articles sur la situation de l'État-providence, que certains disent on ne faudrait plus appeler ça comme ça parce que c'est un peu moqueur, on devrait appeler ça l'État social. Et, tu sais, un dossier, là, c'est l'occasion de réfléchir. C'est l'occasion de faire interagir des gens qui sont pour, contre, des experts qui proviennent. Et c'est rien contre la presse en passant parce que je vous parle du Québec. Je ne vous parle pas forcément d'un journal. Je pense qu'à peu près n'importe quel journal aurait eu de la difficulté à traiter de ce dossier-là. Dans le dossier, M. Duhem, vous l'avez lu, là, vous vous êtes tourné de la tête comme ça. Il n'y avait pas de critique du système. On disait, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais rappelons quand même que les Québécois sont les 6e les plus heureux au monde. Rappelons quand même que l'assurance automobile coûte moins cher qu'en Ontario. Rappelons quand même ceci, cela. C'est quand même frustrant que des gens qui ont des idées n'aient pas la possibilité de les exprimer dans le cadre d'un dossier d'enquête. C'est un très bon exemple. Puis je vais vous donner un exemple encore plus choquant, là, même par rapport à ce qui se passe avec Donald Trump à l'heure actuelle. Oubliez la politique américaine, oubliez Donald Trump. Les Québécois en sont rendus à huer l'hymne national américain, OK? Puis il faut se poser des questions, là. Parce que, puis c'est Régent Tremblay qui rappelait ça ce matin, puis il avait tellement raison. Il dit, moi, j'ai couvert les games du Canada-Russie pendant des années, puis j'ai jamais vu un Québécois se lever pour huer l'hymne national russe alors qu'on était en pleine guerre froide à l'époque, là. Puis que le communisme faisait du ravage partout sur la planète. Il y a quelque chose aussi que, dans ce qui se passe présentement, qui nous rappelle nos failles. Puis je pense qu'on est on a de la difficulté à se regarder dans le miroir puis de se regarder en pleine face. Quand les Américains disent on n'est pas content parce qu'on est obligé de payer pour votre sécurité, bien, il y a une partie où les Américains ont raison. Ça fait des années au Québec que l'immigration ne fout rien. Ça fait, avec le crime, c'est vrai qu'on est soft, là, comme disent les Anglos. C'est vrai qu'on ne protège pas le Grand Nord au Canada. Puis c'est vrai qu'il y a des sous-marins russes puis chinois qui s'introduisent. On est en train de se faire mettre d'en face nos failles, puis on n'aime pas ça. Oui, il y a le côté détestable de Trump, là, je le conteste pas, puis je comprends que les gens sont en colère, mais de là à te lever puis à huer un hymne national, il y a plus que ça, là. Et c'est de l'orgueil, donc. Mais je pense qu'on est en train de réaliser puis qu'il faut se sortir la tête du sable, là. On ne peut plus jouer à l'autruche encore éternellement. Il y a des gros problèmes au Québec et au Canada, puis si on ne les règle pas, bien, on va décliner, puis on va peut-être même disparaître. En tant que Québécois, c'est ça qui nous fait le plus peur, là. Je pense qu'on est à l'heure des choix, là. Il va falloir qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable. On ne peut pas faire semblant puis dire les Américains vont s'occuper de notre sécurité. Non, c'est pas vrai. Il faut s'en occuper nous-mêmes, sinon on n'aura pas de sécurité. C'est grave ce que vous dites, parce que c'est comme si vous disiez on n'a pas été si bon que ça dans tout. Ça nous est arrivé d'être les meilleurs, mais des fois, on arrive 2e, 3e, 4e. Des fois, on ne l'a pas pantoute. Et là, il faut se poser des questions. Puis on ne dira pas que c'est nous qui nous sommes trompés. On va dire que c'est de la faute des autres, ou alors on va nier certains phénomènes. L'État va bien, l'État fait tout son travail, l'État n'a pas besoin d'être réformé. C'est de l'orgueil de national, c'est de l'orgueil collectif. Puis on revient à la discussion du départ, hein? C'est qu'on a mélangé l'identité québécoise avec l'interventionnisme de l'État. Puis ça devient très, très difficile de parler contre les échecs de l'intervention parce que ça remet en cause quelque chose de beaucoup plus fondamental chez nous. Parce que malheureusement, on a comme confié à l'État la survie de notre nation et on se rend compte que ça s'en va dans le mur.
c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'en prendre conscience puis de l'avouer. Et je pense qu'il y a des gens qui sont là, puis c'est ça qui est le choc actuel. C'est pas vrai qu'on a le meilleur système de santé au monde puis que c'est le plus performant. C'est le contraire. C'est pas vrai parce qu'on paye pas assez cher. C'est pas une question d'argent. On paye énormément cher pour la médiocrité des services qu'on a en retour. Mais c'est 40 du budget? 50 des dépenses de programme, c'est plus que la moitié. Puis la croissance des dépenses en santé est phénoménale parce qu'on a une société vieillissante en plus. Puis la technologie, puis les médicaments, tout coûte de plus en plus cher. Il y a une explosion des coûts. C'est sûr que l'élastique va péter. Quand on parlait des jeunes tantôt, là, on a parlé des maisons et des chars, mais je peux vous parler de régime de retraite puis du système de santé aussi, parce que ça aussi, les jeunes sont conscients que quand ils vont arriver, là, la Régie des rentes du Québec, les coffres vont être vides, là, puis le système de santé, il n'y en aura plus de carte soleil. Là. Ça va être la carte de crédit qui va falloir que tu sortes tout à l'heure, là, parce que ce système-là, il n'est pas viable à long terme. Puis la Régie des rentes du Québec non plus n'est pas viable à long terme. Là. Donc, on s'en va dans le mur. La pire chose qu'on pourrait faire, c'est de rester aveugle puis de dire non, il n'y en a pas de problème, puis mettons encore un peu plus d'argent. C'est ce que je reproche le plus à François Legault. Parce que ce qu'on dit là, il en avait pris conscience, lui. Puis il le disait quand il était dans l'opposition. Puis depuis qu'il est au pouvoir, il agit exactement comme ce qu'il dénonçait, sinon pire. Et aujourd'hui, le problème, il s'est aggravé sous son leadership comme jamais. Alors qu'il était là pour régler le problème, puis il avait compris qu'il y avait un problème. C'est ce qui fait que quand vous regardez les conservateurs, on est souvent des anciens caquistes ultra déçus de la CAQ qui sont les plus anti-CAQ aujourd'hui à cause justement de ça. Mais sur la question, en plus de... Je pète un peu par en arrière. Oui. Là, l'identité, le rapport à l'identité québécoise et à l'État, il faut quand même rappeler. Puis là, c'est mon dada, l'histoire, mais il fut un temps quand même où le Québec, par son rapport à l'État, composait son identité de façon différente par rapport au Canada. On rappelle Duplessis, qui était moins interventionniste que tous les gouvernements des autres provinces du Canada à l'époque. Les Québécois étaient moins interventionnistes et ça définissait en partie leur identité. Fait que c'est possible de revenir à un autre modèle. Il faut redevenir des coureurs des bois dans l'âme. Et là, on ne le fera pas physiquement, là, on s'entend, mais oui, il faut retrouver ce goût de la liberté. Être québécois, là, souvent, c'était ça. On était vus comme les gens... On était là, les gens qui avaient le plus soif de liberté, les gens qui étaient le plus réfractaires aux règles, qui ne voulaient pas se faire contrôler, qui étaient qui étaient libres. On était des coureurs des bois. Justement, on était des gens qui aimaient vivre dans la nature. On était, même, je me souviens d'un professeur d'économie qui me racontait quand il étudiait aux États-Unis, puis on savait qu'on arrivait au Québec, c'était quand les gens étaient capables d'arrêter de se stationner sur le bord de la route pour aller pisser sur le bord du pneu. Il dit ça, il y avait juste au Québec où les gens faisaient ça. Partout ailleurs, c'était réglementé, puis on empêchait les citoyens de faire ça. Au Québec, on s'en fichait. On avait un vivre et laisser vivre. Hein? Le laisser-faire, c'était très québécois. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. On a adopté le modèle parce que, rappelez-vous que c'est l'État fédéral qui a été le premier à être très interventionniste et très bureaucratique. Hein? Ben oui, Duplessis se battait pour aller rapatrier les impôts sur le revenu. Le Québec, là, c'était une petite shop. Là. La fonction publique québécoise, là, c'était très broche à foin par rapport à ce qui se passait à Ottawa. C'est Ottawa qui est arrivé avec l'idée là, d'une méga bureaucratie gouvernementale. Puis on s'est battu contre ça. Puis aujourd'hui, on est devenus les meilleurs disciples au Canada de cette... tant qu'à moi, c'est là que le déclic s'est fait. Là. Vous savez où je vais vous emmener maintenant qu'on s'est dit ça. Parce que, et je trouve que vous avez mis la table, vous parlez de liberté, vous parlez de projet de société, vous parlez sans le dire de cette façon-là, vous parlez quand même de donner un coup de pied dans la ruche, de se secouer un peu, de retrouver certains instincts qu'on a cachés et qui existent pourtant chez nous. Et moi, je vais vous parler de souveraineté. Parce que pour moi, et c'est là où, honnêtement, je ne vous suis pas. J'arrête de vous suivre là, à ce moment-là. Vous savez que c'est important pour moi, mais au-delà de ça, c'est que pour moi, là, on pogne une bosse, puis on était sur la route, puis ça allait bien. Là, puis ça allait tout droit, puis on était comme en Ontario, finalement, sur une bonne route. Pourquoi le fait de créer un nouveau pays, c'est pas la meilleure façon de faire valoir vos idées? D'abord, personnellement, j'y ai cru longtemps. Moi, vous avez voté oui en 95. J'ai voté oui en 95. Évidemment, en 80, j'étais beaucoup trop jeune. Mais j'ai voté oui en 95. J'ai été très déçu le soir du référendum. Je croyais vraiment que le Québec allait devenir souverain à ce moment-là. Sauf que, justement, j'ai appris de cet échec-là. J'ai appris 2-3 choses. D'abord que
même si ça avait été 50 plus 1, est-ce que ça se serait réalisé puis qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais, c'est toute la question là, parce qu'on est passé très près. Là, rappelez-vous, c'était quelques milliers de voix. Là, c'était pas... Moins de 50 000. Moins de 50 000 votes. Donc, puis on se retrouve, 40 ans plus tard, ou non, 30 ans plus tard, 45 ans après le référendum de 80. Et qu'est-ce qu'il y en est? Bien, la souveraineté est à 29 % au moment où on se parle. On a un Parti québécois qui est en avance dans les sondages et qui promet un autre référendum s'il est élu dès son premier mandat. Puis j'ai comme l'impression qu'on n'a rien appris des 2 premiers échecs. Puis je dis que c'est des échecs parce que le Québec a reculé. C'est pas juste le mouvement du oui qui a perdu. Les Québécois, on a perdu de ces 2 échecs référendaires-là. On s'est fait rentrer en 1980 un rapatriement unilatéral contre notre volonté dans la gorge. On s'est fait imposer une loi sur la clarté en 1995. Le pouvoir du Québec comme nation française en Amérique a été réduit. Et le 3e référendum proposé par Paul Saint-Pierre Plamondon, il m'inquiète parce que ça pourrait être un 3e échec qui nous conduit à la même place que les 2 précédents. Puis je pense que le Québec, si on veut avancer, il faut apprendre de ces 2 échecs-là, il faut trouver une solution pour rassembler les Québécois. Les 2 stratégies référendaires, le génie du Canada anglais là-dedans, ça a été de diviser le Québec puis d'unir le Canada. Et moi, je pense qu'il faut comprendre ça, puis il faut faire l'inverse. Il faut unir les Québécois puis diviser le Canada. Il y a des gens au Canada qui pensent comme nous. Il y a des gens qui pensent que la décentralisation, l'autonomie des provinces, c'est quelque chose de positif. Il y a des gens qui pensent que l'Ottawa knows best, c'est pas la meilleure des solutions. Il faut faire alliance avec ces gens-là. Il faut unir les Québécois qui ont voté oui, qui ont voté non, c'est pas important. Qui se définissent comme fédéralistes ou souverainistes, c'est pas important. Mais il faut qu'on soit d'une seule voix en tant que Québécois puis qu'on parle ensemble. Tantôt, on a parlé d'immigration. Quand est arrivé le chemin Roxham, moi, j'ai écrit au premier ministre, je l'ai même rencontré. Je dis, Monsieur Legault, on va partir, vous, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, puis peu importe qui sera le chef libéral, à Marc Tanguay, mettons, et allons à Ottawa, à la veille des élections fédérales. Allons, moi, je vais vous ouvrir les portes du Parti conservateur, le QS va sûrement nous ouvrir les portes du NPD, le PQ va nous ouvrir les portes du Bloc, puis les libéraux, les portes du Parti libéral. Allons rencontrer tous les caucus des partis à Ottawa, particulièrement chacun des députés du Québec. Puis assurons-nous que tout le monde au Québec qui va vouloir faire campagne fasse campagne en faveur du fait que le Québec rapatrie une partie de ses pouvoirs en matière d'immigration. Puis sinon, on va tous se mettre, on s'entend les 5 ensemble, là, on est unis. Là. Puis c'est pas de la partisanerie, on est Québécois d'abord et avant tout. Puis on va revenir ici, puis on va dire aux Québécois de ne pas voter pour les candidats ou les députés qui vont nous dire non. Puis pour des raisons partisanes, ça n'a pas fonctionné. Mais je trouve ça triste parce que je pense qu'on a manqué une occasion unique, comme on a manqué plein dans notre histoire. On a beaucoup de difficultés au Québec à se réunir, à se rassembler sur des enjeux comme ceux-là pour la survie de notre nation. Mais vous ne pensez pas justement que cette impossibilité qui est quand même fondée, là, vous le dites, là, c'est l'histoire qui le prouve, c'est l'histoire qui nous donne des exemples de ça qui s'additionnent. C'est pas parce que, justement, le pays n'a pas encore été fait. Vous me dites qu'il ne faut pas faire de référendum puis qu'on ne se posera plus jamais cette question-là? Non, ça c'est pas à nous qui va décider. Là. Non, évidemment, mais dans 3 générations, ils feront ce qu'ils veulent. D'abord, il faut s'assurer qu'on ait cette possibilité-là parce que ça aussi, c'est un privilège de pouvoir voter démocratiquement sur son avenir. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut, si jamais il y a un référendum, il faut que 100% des Québécois soient pour. Il faut trouver une façon de rassembler, 100% des Québécois. dans le sens qu'il faut avoir une super majorité, puis il faut qu'au Canada anglais, il y a des gens qui nous appuient. Il faut trouver, puis c'est pour ça que l'enjeu de l'immigration, je trouvais qu'il était sain. Mais attendez une minute, parce que le référendum de 95, est-ce que le résultat est légitime? Non, le résultat est légitime, c'est juste que ça se finit 50-50. Fait que ça marche quand c'est non à 51, mais ça marche pas quand c'est oui à 51. Mais je pense pas qu'on veut faire un pays à attendre la dernière boîte de scrutin pour savoir si oui ou non on est un pays ou si on reste dans le Canada. C'est pas l'idéal, évidemment. Bon, le meilleur scénario, c'est de rapatrier... Oubliez la souveraineté puis le drapeau à l'ONU, là. Ce qui est fondamental, c'est notre survie comme nation. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Quels sont les pouvoirs essentiels pour ça? Puis pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher ce qui nous unit? Puis pourquoi il faut toujours mettre la partisanerie puis chicaner entre nous puis faire des référendums à 50-50? Moi, je pense qu'il faut unir les Québécois. Puis je trouve qu'on n'a pas cette volonté de s'unir sur des choses fondamentales comme celle-là. Et, tu sais, moi, vous le savez, là, je parle beaucoup à des gens de l'Ouest canadien.
Parti conservateur, c'est un mouvement qui est beaucoup plus décentralisateur que les libéraux fédéraux ou le NPD à Ottawa, puis même que le Bloc, parce que le Bloc a voté pas mal plus souvent pour les libéraux que pour les conservateurs dans le passé. Moi, je sais que chez les conservateurs, on a des alliés historiques. Danielle Smith, qui est la première ministre, probablement la plus décentralisatrice au Canada à l'heure actuelle, beaucoup plus que François Legault. Danielle Smith est beaucoup plus autonomiste que François Legault. Hein? Même Mo, en Saskatchewan, n'est plus autonomiste. C'est circonstanciel. Non, c'est pas circonstanciel. Dans 10 ans, ils seront peut-être plus là, ces gens-là. Attendez, là, ils ont voté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Ils ont voté Saskatchewan First en Saskatchewan. Ils ont défié le gouvernement fédéral. Ils ont proposé de la désobéissance civile. Ils ont gagné deux jugements devant les tribunaux. Qu'est-ce que François Legault a fait pendant ce temps-là? Il a envoyé des lettres qui sont ramassées dans des déchiqueteuses avant même d'être rentré. Je veux dire, c'est honteux. Et après ça, on dit qu'on est autonomiste, mais c'est pas ça de l'autonomie, là. C'est de l'autonomisme de salon, M. Legault. Justement. Alors, il faut aller plus loin. Et moi c'est parce que je veux juste comprendre. Moi, depuis tantôt, ce que je vous dis tantôt de rassembler les 5 leaders, là, puis dire au Québec, là, nous, là, c'est vous donnez ça comme pouvoir en immigration. Sinon, vous n'êtes même pas des candidats. Puis les partis provinciaux, les 5, on va faire campagne contre vous. S'ils vous disent non, vous faites quoi? Bien, on fait campagne contre eux, puis on les bat tous un par un. Il n'y en aura aucun d'élu au Québec. C'est tout. Les libéraux fédéraux se retrouvent avec 0 député au Québec. Probablement, il leur reste à peu près juste au Québec où il y a encore de l'ascendant. Là. Mais vous imaginez-vous l'impact qu'on pourrait avoir? Non, mais moi, je veux juste vous interroger sur la question de l'attitude, parce que vous me dites tantôt, on est capable, ça fait des années au Québec qu'on essaye, nous, on va y aller. Puis là, je vous parle de souveraineté, puis vous me dites, c'est les deux. Puis d'ailleurs, vous avez pris une petite voix. Là, vous avez retrouvé votre voix. Là, quoi, ça? Non, j'ai une extinction de voix, c'est un... Ah non, mais vous avez choisi le bon moment de l'émission pour avoir votre extinction de voix. Non, mais vous aviez une voix très triste, très basse. Parce que ça vous a heurté. Là. Je le sentais que ça vous avait fait mal. Mais ça a pris le Québec au complet, c'est pas juste moi. Moi, je comprends, sauf que ça peut pas être une façon de se dire, on n'essayera plus, parce que ça nous a fait mal la première fois. Ça, c'est comme si vous disiez à un enfant, t'as pas été capable la première fois, t'as pas été capable la deuxième fois, change d'idée. Non, c'est ça que je veux. Change d'idée. Mais non, mais ça fait 3 fois que tu te mets la main sur la porte du poêle puis que tu te brûles. À un moment donné, apprends de tes erreurs. Remets-toi pas la main là, tu vas te rebrûler. C'est le référendum qui vous dérange ou c'est la souveraineté du Québec? C'est parce que c'est indissociable. Le problème, c'est que la dynamique actuelle... Moi, j'ai pas peur de l'autonomie québécoise. Okay? Moi, je pense que le Québec est capable d'être plus autonome dans ses compétences. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr qu'on est en 2025, on vit dans un monde interdépendant. C'est évident que... puis on le voit surtout avec la crise des tarifs actuelle avec les Américains. Je pense que c'est important de garder un lien privilégié avec le Canada. Il y a une époque où on a appelé ça association, une autre époque où on a appelé ça partenariat. On pourrait même appeler ça pays. Moi, comprenez-vous, moi, c'est pas le symbole qui m'importe. Là. Mais je pense que c'est important de garder l'espace économique et les liens privilégiés qu'on a avec le Canada. Puis je pense que l'écrasante majorité des Québécois, fédéralistes ou souverainistes, seraient d'accord avec moi là-dessus. Puis même nos relations privilégiées avec les États-Unis, on le voit, là, présentement, c'est menacé, mais c'est quelque chose qui a été très important dans notre développement et dans notre histoire. Mais cela étant, dans nos juridictions, pour moi, c'est clair qu'il faut être encore plus autonome. Moi, j'accepte pas que le fédéral vienne nous dire quoi faire en matière de santé ou qu'il vienne même en immigration. Je pense qu'il faudrait prendre beaucoup plus notre place. Cela étant dit, si on n'est pas capable nous-mêmes de s'entendre entre nous, puis si on fait de la petite politique avec ça, puis si on se divise face à Ottawa, on va toujours perdre. Et à un moment donné, il faut... J'aime pas ça, mettre la responsabilité puis la faute sur les autres. Je pense qu'on est responsable de nos échecs. Et il faut en prendre, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Puis il faut trouver d'autres... Il faut prendre un nouveau chemin. Le chemin des référendums, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que le Québec va avoir plus d'autonomie. Fait que si le Parti québécois remporte l'élection en 2026, propose un référendum dans son premier mandat, vous votez oui? Je ne serai pas dans l'autobus avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ça, je peux vous garantir ça. Parce que il va faire une erreur historique, puis je ne veux pas être associé à ça. C'est dur d'entendre. C'est dur, mais c'est la réalité. C'est dur, pas comme souverainiste, mais c'est dur à entendre quand on vous suit depuis tantôt, puis que vous nous dites que ce qu'il faut, c'est réformer l'État. Là, le projet, c'est d'en enlever mais si vous embarquez dans un bateau qui va couler, embarqueriez-vous, vous? Moi, non. Puis je sais que c'est un bateau qui prend l'eau.
On a goûté 2 fois la médecine de cette stratégie-là. Puis s'il y avait un référendum aujourd'hui, les résultats seraient pires, pas qu'en 95, qu'en 80. Ça serait la pire défaite historique du Québec. On affaiblirait le Québec comme jamais dans son histoire. Le oui était à 33 un an avant le référenum de 95. Mais là, le 29 à 3-4 ans d'un référendum, ça veut rien dire. Là. On s'entend. C'est parce que c'est un argument que j'entends beaucoup de la bouche de fédéralisme. Vous n'êtes pas un fédéraliste, vous êtes un autonomiste. Vous croyez aux Québécois quand même. Non, mais oui, je crois aux Québécois, mais il y a un facteur aussi, puis là, je reviens au facteur générationnel dont on a parlé un peu plus tôt dans un autre contexte. Là. Si on fait un pays, c'est pas par nostalgie pour le passé avec les boomers. Si on fait un pays, c'est parce que les jeunes le veulent. Non, mais il faut... Non, ben c'est bien envoyé. J'ai beaucoup l'impression présentement que le Parti québécois carbure à la nostalgie du baby-boom et très peu par rapport aux aspirations des moins de 30 ans. Et ça me préoccupe beaucoup aussi. On ne fait pas un référendum parce qu'il y a des gens qui veulent voter puis veulent voir ça avant de mourir. Là. On le fait pour l'avenir du Québec. Et malheureusement, ce n'est pas les prémices sur lesquelles le débat est engagé à l'heure actuelle. Monsieur Duhem, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Ça a passé... Trop court, hein? Ben oui, mais ça fait quand même plus d'1 heure qu'on se parle. Puis là, je regarde, il commence à neiger un petit peu. Je pense qu'il faut que vous repreniez votre vélo. S'il n'est pas enterré sous la neige, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup d'être là. Je le répète, si vous aimez l'émission, partagez, écrivez, abonnez-vous surtout. On se revoit très bientôt. Merci.